Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Subterra 2. Évidemment, c'est la suite un peu spirituelle du jeu Subterra qui utilise sensiblement le même système avec quelques twists près. C'est un jeu qui a été édité en 2023 par Knots Publishing dans sa version française. Et c'est un jeu qui est distribué au Québec par Randolph. Il faut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette boîte du jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Tim Pinder qui se joue de 1 à 6 joueurs et dont les parties vont durer entre 45 à 75 minutes. Le but du jeu va être de s'infiltrer dans le temple qui est situé sous un volcan et d'aller dérober un artefact et ressortir du temple avant qu'on soit enseveli sous les roches ou la lave, puisque le volcan va entrer en éruption vers la fin de la partie. C'est un jeu coopératif avec un système de points d'action. On a des lancers de dés. On va avoir aussi du placement de tuiles parce qu'on va devoir faire des chemins pour pouvoir se rendre jusqu'à la chambre de l'artefact pour pouvoir le dérober. On devra aussi trouver des clés en chemin. Donc on a un aspect un peu pick-up and deliver où on doit trouver les clés, les prendre et les amener pour pouvoir avoir accès à l'artefact. Et comme dans ce genre de jeu, souvent, chaque personnage sera différent. On va donc avoir des pouvoirs variables pour des actions uniques ou passives pour chacun des personnages. Alors, Subterra 2, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est le premier lundi du mois de février, on va lancer notre concours du lundi pour le mois de février 2023, dans lequel vous pourriez gagner une copie de Subterra 2. On va installer une partie pour 4 joueurs. Premièrement, on va aller placer le plateau volcan sur la table. Et à côté de celui-ci, on va placer la tuile de l'entrée de la caverne du temple. Et on va placer les 2 tuiles latérales de façon à former le squelette de la cave qu'on va explorer. Donc on ne pourra jamais dépasser les côtés des 2 tuiles latérales. On va se choisir une difficulté selon le nombre de joueurs. Donc ici, on va y aller pour une partie normale. On va donc placer le marqueur d'éruption sur la case 21 du volcan. On va placer la tuile du sanctuaire ainsi que la tuile de l'artefact sur la réserve à côté du plateau volcan. On va ensuite prendre toutes les tuiles temple qui sont dans le jeu. On va les mélanger. On va aussi retirer les 3 tuiles qui ont une icône de livre. Elles sont utilisées par un personnage. Et toutes les autres tuiles temple seront placées dans le sac qu'on pourra ensuite mélanger et utiliser comme pioche de tuiles pour la partie. Il est un peu petit, mais on peut les rentrer à l'intérieur comme ceci. On va former une réserve avec différents jetons, dont les jetons de points de vie, les jetons éboulis ainsi que les pions de patrouilleurs. On va avoir les jetons clés ainsi que les jetons spéciaux des différents joueurs et on pourra prendre ceux qui vont convenir aux personnages qu'on va choisir un peu plus tard. On va aussi placer les 2 dés de péril ainsi que le dé de combat à côté du plateau. Chaque joueur va se choisir un personnage et va prendre sa fiche personnage ainsi que son pion de personnage à sa couleur. Il y a 10 personnages dans le jeu. On vous suggère d'essayer de prendre un personnage pour chacun des rôles, question d'avoir une équipe équilibrée pour mieux traverser au travers des obstacles qui seront devant vous durant la partie. Donc j'ai choisi le personnage jaune qui fait partie des défenseurs, le personnage brun qui fait partie des éclaireurs, le personnage blanc qui fait partie des appuis et le personnage bleu des connecteurs. On a aussi des personnages qui vont avoir des jetons spéciaux. On va donc regarder les habiletés dans le bas de nos fiches personnages et dans ce cas-ci, on va donner le jeton de bouclier au personnage jaune et les jetons ici d'excavation au personnage bleu. Les personnages vont aussi commencer avec un certain nombre de points de vie qui est indiqué dans leur fiche et ils vont aller prendre les jetons de points de vie et ils vont les placer sur leur fiche. Ils pourront en perdre durant la partie, mais pourront aussi faire certaines actions pour se soigner. Et si jamais un joueur n'a plus de points de vie, son personnage va tomber à terre et tout ce qu'il pourra faire à son tour de jeu est l'action de ramper.
Et finalement, on va décider qui sera le premier joueur. C'est le joueur le plus courageux et on va aller lui remettre le médaillon du chef d'expédition. Et les joueurs vont prendre leurs pions de personnage et vont aller les placer sur la case qui est juste à côté de l'entrée sur le plateau principal. On peut donner aussi aux joueurs une carte aide de jeu qui est recto verso et sur laquelle on va retrouver toutes les informations des types d'actions qu'on peut effectuer à son tour de jeu. Une partie de Subterra 2 se joue en plusieurs manches. À chaque manche, les joueurs vont jouer à tour de rôle, un tour de jeu. Et on va avoir 2 actions à dépenser à son tour pour faire les actions qui sont décrites sur les aides de jeu. On pourra notamment essayer d'explorer les pièces dans le temple. On pourra se déplacer, on pourra explorer, on pourra combattre des patrouilleurs. On pourra aussi creuser pour enlever des éboulis. On pourra aussi courir pour se déplacer plus rapidement. On pourrait soigner aussi, on pourrait se soigner ou soigner d'autres personnages dans notre case. Ou on pourrait même faire les actions spéciales qui sont sur notre plateau de personnages. Une fois ces 2 actions faites, le joueur va lancer un dé de péril et il va se passer quelque chose de négatif selon le symbole qu'on va obtenir sur le dé. La structure du tour de jeu est toute décrite sur le médaillon premier joueur. Donc, chaque joueur fait ses 2 actions, lance le dé et on répète pour chacun des joueurs. Donc, une fois que tous les 4 joueurs vont avoir fait leurs 2 actions et lancé leur dé de péril, ça va mettre fin à la manche. On va passer à la phase de fin de manche dans laquelle on va simplement activer 2 fois tous les ennemis qui sont sur le plateau, les patrouilleurs, et on va ensuite avancer le marqueur d'éruption. Il va descendre sur la piste du volcan et plus il va se rapprocher de 0, plus il est prêt à entrer en éruption. Pour gagner la partie, les joueurs devront explorer tout le temple, c'est-à-dire qu'ils devront vider le sac de tuiles. Donc, on doit explorer toutes les tuiles qui sont dans le jeu. Et une fois que le sac sera vide, on va pouvoir placer la tuile du sanctuaire et sur laquelle on va pouvoir placer le jeton d'artefact. On va devoir utiliser les 3 clés qu'on a trouvées dans le temple pour pouvoir déverrouiller le sanctuaire et aller chercher l'artefact. Et lorsqu'on va avoir l'artefact, on va retourner le jeton de médaillon. On va être du côté maudit. Et à ce moment-là, ça va accélérer l'arrivée de l'éruption volcanique. Et à partir de ce moment-là, que les joueurs sont en possession de l'artefact, ils doivent retourner vers la sortie du temple le plus vite possible et sortir du temple avec l'artefact pour l'emporter. Évidemment, le temple est rempli de pièges et on aura aussi l'éveil des gardiens du temple qui vont nous mettre des bâtons dans les roues et qui vont nous rendre la vie difficile. Si jamais tous les joueurs sont à terre parce qu'ils n'ont plus de points de vie, les joueurs vont à ce moment-là perdre la partie. À son tour, un joueur possède 2 points d'action. Il peut les dépenser pour faire différentes actions. Certaines actions vont coûter 1 point d'action avec l'icône de 1 cercle. C'est le cas de l'action révéler, se déplacer, explorer, soigner, manier un objet ou bien l'action attaquer. On peut aussi faire certaines actions qui vont demander nos 2 points d'action. Cette fois-ci, on pourrait faire l'action courir ou l'action creuser qui se font en dépensant nos 2 points d'action. À son tour de jeu, un joueur peut aussi décider de se dépasser, c'est-à-dire qu'il va pouvoir obtenir un 3e point d'action, mais pour ce faire, il va devoir payer 1 point de vie et le retourner à la réserve. Un joueur ne peut pas décider de se dépasser plusieurs fois, on peut seulement le faire une fois à chaque tour de jeu. Regardons maintenant les effets des différentes actions qu'on peut faire à notre tour de jeu en dépensant nos points d'action. La première est l'action révélée. Pour la faire, on doit être à côté d'un endroit qui n'est pas découvert, qui est relié à un corridor. C'est le cas de la tuile au départ. Donc, je pourrais dire que je fais l'action révélée. Je vais pointer un endroit où il n'y a pas encore de tuile qui est adjacent à un de mes corridors sur la tuile où je me trouve. Donc, je vais explorer ici. Je vais ensuite aller piocher une tuile au hasard dans le sac et je vais pouvoir la placer à cet emplacement dans l'orientation de mon choix. Mais je dois obligatoirement faire une connexion. Je ne peux pas placer le mur comme ceci. Donc, je pourrais la placer comme ça, par exemple. Lorsqu'on fait l'action révéler, on fait seulement ajouter la tuile. On ne se déplace pas sur celle-ci. La deuxième action possible est l'action de se déplacer, qui va nous permettre évidemment de se déplacer dans le temple. Donc pour une action, je peux me déplacer vers une tuile qui est adjacente et qui est reliée avec un chemin. Si jamais je me trouve dans une tuile où il y a des gardiens, si je décide de faire l'action de me déplacer, c'est permis, mais chaque gardien va m'infliger 1 point de dégâts. Donc je perdrai dans ce cas-ci 2 points de vie si je décide de me sauver des 2 gardiens. Donc c'est peut-être mieux de les attaquer et de les tuer avant de se sauver.
La troisième action est l'action explorer. Elle va combiner l'action se déplacer et l'action révéler ensemble. Donc on va pointer un endroit qu'on veut explorer. Donc par exemple, je pourrais explorer ici. Je pourrais placer mon personnage. Je vais ensuite aller piocher une tuile dans le sac et je vais la placer sur cet emplacement directement. On sauve des actions lorsqu'on fait l'action explorer, mais c'est évidemment plus risqué puisqu'on pourrait tomber sur un piège ou bien un éboulis. Dans ce cas-ci, j'ai pioché une tuile d'éboulis, donc je vais la placer sur le plateau et on va aller placer un jeton d'éboulis sur la tuile. Lorsqu'on révèle une tuile avec un éboulis lors d'une exploration, notre personnage ne peut pas entrer sur la tuile, on va donc le reculer à la tuile d'où on provenait. Si je viens faire une exploration ici, je vais aller piocher une tuile au hasard dans le sac. Ici, on voit que je place une tuile avec un piège à pic. Et lorsqu'on entre sur une tuile avec un piège à pic, on va devoir lancer le D6. Et si on obtient 4 et plus, on évite le piège, donc ça ne nous fait rien. Si jamais on obtient 1, 2 ou 3 sur le dé, le piège se déclenche et un piège à pic va nous faire perdre 3 points de vie. Lorsqu'on place certaines tuiles, on a le droit de placer des corridors qui vont aller dans des murs tant que ce n'est pas la jonction qu'on vient d'explorer ou de révéler. Et évidemment, ça va être considéré comme un mur où on ne pourra pas se déplacer à cet endroit-là. Ensuite, on a l'action soigner. Donc, lorsqu'un joueur prend l'action soigner, il peut se redonner un point de vie à son personnage ou bien à un autre personnage qui se trouve sur la même tuile que lui. On ne peut jamais dépasser notre maximum de points de vie qui est indiqué sur notre fiche personnage. La prochaine action est manier des objets, c'est ce qui va permettre aux joueurs de ramasser ou de déposer des objets par terre ou de les échanger avec les autres joueurs. Par exemple, si on finit par explorer et révéler par exemple une tuile qui possède une des clés, on va aller placer un marqueur de clé sur cette tuile et un joueur, lorsqu'il sera dans la tuile où il y a une clé, il peut faire l'action manier un objet et il va aller placer le jeton sur sa fiche personnage pour dire qu'il vient de ramasser cette clé. Pour une action manier un objet, il pourrait aussi la redéposer sur la tuile où il se trouve, ou bien si un autre joueur est avec lui, il pourrait simplement lui donner le jeton clé et l'autre joueur le placerait sur sa fiche personnage. Un joueur ne peut jamais transporter plus d'un objet sur lui. La prochaine action est attaquer. On va faire cette action lorsqu'il va y avoir des gardiens qui sont sur notre tuile. Pour faire l'action attaquer, on va lancer le D6. Et encore une fois, si on obtient un résultat de 4 et plus, on va réussir à battre un gardien et le retourner dans la réserve. Si on obtient 1, 2 ou 3, à ce moment-là, on va rater notre attaque. Pour les actions qui coûtent 2 points d'action, on en a 2 de possibles. On va commencer avec l'action creuser. Pour faire l'action creuser, il doit y avoir un jeton débouli soit sur la tuile où on se trouve ou une tuile qui est adjacente où on se trouve. Donc ici, le joueur brun pourrait décider d'utiliser ces 2 points d'action et de faire l'action creuser, ce qui va lui permettre de retirer le jeton débouli et le retourner dans la réserve. Et la deuxième action qui peut nous coûter 2 points d'action est l'action courir qui va nous permettre d'effectuer 3 actions de déplacement. Donc ici, le joueur jaune pourrait prendre ses 2 points d'action et il pourrait se déplacer de 3 cases, donc 1, 2, 3. Lorsqu'on fait l'action de courir, c'est comme l'action se déplacer. On doit se déplacer sur des tuiles qui sont révélées. En plus des actions de base, la majorité des personnages, sauf l'archéologue, vont avoir des actions qui sont spécifiques à notre tuile personnage. Les actions peuvent prendre 1 point d'action ou plusieurs, comme dans le cas du prêtre, que ces 2 actions spéciales vont lui coûter 3 points d'action. Il est donc obligé de se dépasser dans son tour de jeu s'il veut les effectuer. Par exemple, la guérisseuse, pour 1 point d'action, peut faire l'action guérir, qui lui permet de redonner 2 points de vie à une autre personne qu'elle voit dans sa ligne de vue à 2 tuiles ou moins. Le guide, lui, peut faire l'action illuminer, qui coûte 1 point d'action, qui lui permettra de faire 2 fois l'action révélée. Pour la tireuse d'élite, elle a une lunette de visée. Elle peut donc, pour une action, explorer une tuile qui se trouve à 3 tuiles d'elle dans sa ligne de vue. Elle peut aussi faire son action tir de précision qui lui permet de tuer automatiquement un gardien qui se trouve dans une tuile à jusqu'à 3 tuiles d'elle, mais elle ne peut pas l'utiliser dans sa propre case. Elle n'a pas besoin de lancer le dé pour le vaincre. Pour le prêtre, ces 2 actions spéciales coûtent 3 points d'action. Il devra donc se dépasser à son tour en sacrifiant 1 point de vie. Il peut faire ranimer. Il peut ranimer n'importe quel joueur sur le
le plateau. Si le joueur était par terre, il va se redonner 1 point de vie. Et si le joueur n'était pas par terre, à ce moment-là, il va gagner 3 points de vie. Pour son action de purifier, il va choisir n'importe quelle tuile qui n'est pas la sienne et il va tuer automatiquement tous les gardiens qui se trouvent dans cette tuile. Pour le gredin, il a une action spéciale pour 1 point d'action. Il peut faire l'action se déplacer 2 fois, donc il peut sprinter. Pour l'aristocrate, il a l'action ordonnée qui, pour 1 point d'action, lui permet de donner une action de déplacer à un joueur qui n'est pas par terre. Et son autre action de recherche, elle peut la faire 3 fois dans la partie. Pour 2 points d'action, elle peut aller placer une de ses tuiles spéciales de journal à côté de n'importe quelle tuile du temple. Pour le sapeur, il a 2 actions spéciales. La première, pour 1 point d'action, c'est une grenade. Il peut donc la lancer dans une salle qui est adjacente à la sienne et connectée. Et ça va tuer tous les gardiens qui s'y trouvent et effectuer une blessure à tous les survivants qui sont là, si jamais il y en a. Et il peut faire l'action de démolir 3 fois dans la partie. À chaque fois qu'il va la faire, il va placer un jeton de démolition et il va percer un trou dans un mur. Donc il pourrait faire de nouveaux passages pour faciliter la sortie du temple. Pour le contremaître, pour 1 point d'action, il peut effectuer l'action creuser, qui normalement est une action de base qui coûte 2 actions, donc il est meilleur pour la faire. Et il peut faire son action de consolidation 4 fois pendant la partie, avec 1 point d'action à chaque fois. Et ça va lui permettre de placer un jeton de consolidation dans la tuile où il se trouve. Et cette tuile va bloquer l'icône qui se trouve sur cette tuile, que ce soit une icône de gardien, une icône de feu, une icône de piège ou une icône d'éboulis. Donc cette tuile sera considérée maintenant comme une tuile normale pour le reste de la partie. Pour la combattante chevronnée, elle a 2 actions spéciales. La première est une action anéantir qui va coûter 1 point d'action, qui lui permet d'éliminer un gardien qui se trouve dans sa case. Elle n'a donc pas besoin de lancer le dé de combat. Pour sa deuxième action spéciale, se préparer, ça va lui permettre d'aller placer son jeton de bouclier sur sa fiche de personnage. Et maintenant, elle ne peut plus perdre de points de vie jusqu'à la fin de son prochain tour de jeu. Sauf pour se dépasser, elle doit quand même dépenser 1 point de vie. Et elle ne pourra pas l'utiliser 2 tours d'affilée. Donc au prochain tour, lorsqu'il sera terminé à la fin de son prochain tour, elle sera vulnérable à nouveau. Et pour l'archéologue, elle a une action spéciale, mais qui ne coûte pas de points d'action. Donc l'action aventurière, qui va plutôt lui coûter 1 point de vie. Donc en payant 1 point de vie, elle peut relancer n'importe quel dé dans son tour de jeu. Il se peut que pendant la partie, un joueur ait perdu tous ses points de vie. À ce moment-là, ce joueur sera considéré comme étant par terre et il va coucher son pion personnage sur le plateau. Lorsque c'est à notre tour de jeu et qu'on est par terre, on peut seulement prendre une action et la seule action que je peux faire, c'est l'action de ramper qui va me permettre de me déplacer d'une case et espérer rejoindre mes amis qui pourront me soigner. Dès qu'un autre joueur réussira à nous faire l'action soigner, on pourra regagner 1 point de vie et à ce moment-là, on pourra relever notre meeple debout et on sera considéré de nouveau comme un joueur actif et on pourra faire n'importe quelle action arrivée à notre tour de jeu. Il y a aussi d'autres types de tuiles qu'on peut rencontrer dans le temple. Donc, si je décide d'aller explorer ici, par exemple, je pourrais tomber sur une tuile qui a un pont. Le pont est une tuile où on ne peut pas être plus d'un personnage dessus à la fois. Donc, si jamais je termine mon tour de jeu sur le pont, les autres joueurs ne pourront pas passer par-dessus moi et sur cette case. Donc, on peut être un explorateur à la fois sur le pont. Mais les gardiens, eux, peuvent rentrer même si on se trouve sur le pont. Si jamais on rencontre une tuile avec le symbole des gardiens, donc c'est les endroits où les gardiens vont apparaître, et quand on va révéler une tuile comme ceci pour la première fois, on va aller placer aussi une figurine de gardien. Et finalement, on peut aussi avoir un autre type de piège. Donc si je m'en vais ici et que je révèle la tuile qui est là, on voit qu'il y a un piège à fléchette. Le piège à fléchette ne se déclenche pas lorsqu'on entre sur cette tuile, mais il pourra se faire déclencher par les dés de péril. Maintenant, regardons ce qui se passe lorsqu'un joueur termine ses 2 actions et qu'il doit lancer un dé de péril. Il y a 6 possibilités qui peuvent arriver et qui sont toutes négatives. Par exemple, si j'obtiens le symbole avec le cœur, si jamais le joueur s'est dépassé dans son tour de jeu, c'est-à-dire s'il a fait 3 points d'action et qu'il lance ce symbole, à ce moment-là, il va perdre 1 point de vie supplémentaire. Si on obtient la face de la lave, comme ceci, tous les joueurs qui se trouvent sur une tuile où il y a l'icône de lave vont perdre 1 point de vie. Donc ici, le joueur bleu perd 1 point de vie, même si c'est à la fin du tour du joueur jaune, par exemple.
Si on obtient l'icône d'effondrement avec la petite colonne, on va regarder s'il y a des tuiles déboulies qui n'ont plus de tuiles déboulies. Donc c'est le cas de celle-ci qui est là. Donc on va prendre le D6, on va le lancer et on va aller placer un jeton débouli sur toutes les cases qui correspondent à ce numéro-là. Donc présentement, on a seulement la case 6 qui est sur le plateau. Donc, en roulant un 2, à ce moment-là, il ne se passe rien. Si j'avais roulé un 6, à ce moment-là, comme c'est la case d'ébouli 6, on serait allé ajouter un nouvel ébouli sur cette tuile pour bloquer ensuite l'accès de cette tuile et les joueurs devront l'enlever avec l'action creuser. Si jamais on doit ajouter un jeton ébouli et qu'un joueur se trouve sur cette tuile, l'ébouli lui tombe dessus et ça va lui infliger 5 points de dégâts. Donc il y a des bonnes chances qu'il tombe par terre et qu'il reste dans cette salle. Il peut quand même quitter la salle avec l'ébouli avec un déplacement, mais c'est tout ce qu'il va pouvoir faire si jamais il est par terre. Si jamais on a aussi des gardiens qui se trouvent sur la tuile où il y a un ébouli, ces gardiens seront tués et remis dans la réserve. Mais là, pour l'instant, il n'y avait rien. Donc, l'ébouli fait juste tomber et bloquer notre chemin. On a ensuite l'icône de déclenchement des pièges, qui est le point d'exclamation. Donc, le joueur qui a lancé le dé va déclencher les pièges qui sont autour de lui, donc qui sont dans sa salle ou dans les salles adjacentes. Donc, ici, il est sur une tuile de piège à fléchette, donc il va déclencher le piège à fléchette. Celui-ci va infliger un point de dégâts à ceux qui se trouvent sur sa case, ainsi que les cases adjacentes à ce piège. Donc ici, le piège à fléchette va faire un point de dégâts au joueur jaune et un point de dégâts au joueur blanc. Pour les pièges à fléchettes, on les déclenche si on est sur leur tuile ou bien une tuile adjacente. Par contre, pour un piège à pic, on doit être sur la tuile et ça doit être le lancer de dés qu'on a effectué pour le déclencher. Fait que si c'était le joueur jaune qui a lancé cette face-là dans le dé, on va seulement activer le piège à fléchette. Donc, les deux joueurs ici, jaune et blanc, vont manger un point de dégâts. Par contre, si c'était le tour du joueur blanc et que c'est lui qui a lancé le symbole de piège, à ce moment-là, on va commencer par activer le piège où lui se trouve, c'est-à-dire le piège à pic. Et à ce moment-là, on ne lance pas le dé, il s'active automatique et ça va lui infliger 3 points de dégâts à lui ainsi que tous les autres explorateurs qui pourraient se trouver sur cette tuile. De plus, le joueur blanc, comme il est adjacent à un piège à fléchette, il va aussi l'activer. Donc, le piège à fléchette va infliger un point de dégâts au joueur jaune et un point de dégâts au joueur blanc. On a ensuite l'icône qui nous permet de réveiller un gardien. Donc, lorsqu'on va lancer ce résultat, on va aller ajouter un gardien sur le plateau dans l'emplacement de gardien qui est le plus près du joueur qui vient de lancer le dé. Donc, si par exemple, c'est le joueur brun qui a lancé ce dé-là, ben, le gardien va apparaître directement sur cette tuile. Si c'était le joueur jaune, à ce moment-là, l'emplacement le plus près, 1, 2, 3, serait cette case-là, puisqu'on va toujours prendre les chemins qui sont disponibles par rapport à ce joueur. Si jamais plusieurs emplacements d'apparition sont à la même distance, le chef d'expédition va choisir. Et finalement, la dernière phase est l'activation des gardiens. Donc, chaque gardien qui est sur le plateau va aller faire une activation. Si les gardiens sont sur une case avec un explorateur qui n'est pas par terre, leur activation va servir à combattre. Donc, ils vont infliger un point de dégâts à ce joueur. Donc, ici, les deux gardiens vont chacun faire un point de dégâts au joueur brun. Si jamais il y avait un autre gardien, par exemple ici, ce gardien va simplement se déplacer et s'approcher du joueur qui est le plus près de lui. Donc, il va faire un déplacement vers le joueur bleu. Donc, tous les joueurs vont jouer 2 actions, lancer le dé de péril, jouer 2 actions, lancer le dé de péril, et ainsi de suite, et jusqu'à temps que tous les joueurs l'aient effectué pour mettre fin à la phase des joueurs. Ensuite, on va passer à la phase de fin de tour. Il y a 2 choses qui vont se passer dans cette phase. Premièrement, tous les gardiens du plateau vont avoir 2 activations immédiatement. Donc, le gardien qui est ici est avec aucun explorateur. Il va donc se déplacer pour sa première activation et se déplacer à nouveau pour sa deuxième activation. Ici, le premier gardien va infliger un point de dégâts au joueur. Il va tomber par terre puisqu'il n'a plus de points de vie. Ensuite, le deuxième va se déplacer d'une case pour sa première activation. Celui-ci, pour sa deuxième activation, va se déplacer sur le pont. Donc, eux peuvent le faire. Ils peuvent être plusieurs sur le pont. Ils sont un peu dangereux comme ça. Et les gardiens sont aussi immunisés aux pièges et au feu qui peut se trouver sur les tuiles. Lorsqu'un gardien a une activation et qu'il ne peut pas se déplacer à cause d'un ébouli, à ce moment-là, il va prendre son action pour retirer le jeton d'ébouli, tout simplement.
Et après avoir fait les 2 activations des gardiens, on va aller avancer le marqueur d'éruption. Il va donc descendre d'une case sur la piste du volcan. Et la partie va se continuer. Les joueurs vont tenter d'explorer le temple et de survivre. En explorant le temple, ils ne pourront jamais dépasser le cadre de la largeur des tuiles de départ. Donc, on devra toujours construire vers le bas ici de la structure. Donc, ça donne une certaine orientation aux joueurs. Et on va devoir explorer toutes les tuiles qui sont dans le sac. Donc, lorsqu'on va être capable de placer la dernière tuile du sac, c'est qu'on va découvrir le sanctuaire de l'artefact. À ce moment-là, on va aller placer le sanctuaire dans la colonne la plus éloignée de l'entrée. Dans ce cas-ci, je le placerai à cet emplacement-là, puisque c'est le plus éloigné de l'entrée qui est disponible. Et on va placer la tuile d'artefact sur cette tuile. Pour déverrouiller le sanctuaire de l'artefact, on voit qu'il y a les 3 clés demandées. Donc, les joueurs devront avoir exploré la caverne et aller chercher les 3 jetons de clés. Ils devront ensuite les amener jusqu'à cette case et faire des actions, manipuler un objet qui va leur permettre de les déposer sur les serrures du sanctuaire et ainsi le déverrouiller, ce qui va nous permettre d'aller prendre l'artefact. Et les joueurs pourront entrer dans le sanctuaire et prendre une action manipuler un objet pour ramasser l'artefact et le placer sur leur tuile de personnage. Dès qu'on va le ramasser, on sera frappé par sa malédiction. Donc, on devra retourner le médaillon du chef d'expédition de l'autre côté, du côté maudit. Du côté maudit, il y a 2 choses qui vont changer. On voit que chaque joueur va encore effectuer 2 actions à son tour, mais qu'à la fin de son tour, il ne lancera pas un dé péril, mais va plutôt lancer les 2 dés périls et activera les effets des 2 dés dans l'ordre de son choix. Et la deuxième chose qui est différente, c'est qu'à la fin de la manche, on voit qu'il y a 2 icônes d'éruption, c'est-à-dire que le marqueur d'éruption va descendre de 2 cases sur la piste, qui va accélérer le temps dans lequel le volcan va entrer en éruption. Lorsque le marqueur éruption va arriver au bout de la piste, donc il sera à 0, on va le placer dans le haut du plateau. Et on va regarder, dans le fond, on va continuer les tours de jeu jusqu'à temps qu'un joueur lance un symbole de lave avec un des 2 dés périls. Et lorsque ça sera le cas, à ce moment-là, on va retourner le plateau du volcan de l'autre côté. Donc, le volcan va entrer en éruption. Lorsque le volcan entre en éruption, on va retourner la tuile du sanctuaire de l'autre côté, du côté lave. Si jamais on n'avait pas découvert le sanctuaire ou on n'avait pas ramassé l'artefact, à ce moment-là, on vient de perdre automatiquement la partie puisque le volcan entre en éruption et détruit l'artefact. À partir de ce moment, c'est une course contre la montre et les joueurs devront retourner à l'entrée du temple pour se sauver avec l'artefact. Donc, ils vont essayer de se déplacer du plus vite possible vers la sortie. Et à chaque fois qu'on va avoir sur les dés de péril un icône de lave, ou bien à chaque fin de manche pour tous les icônes d'éruption, on va faire progresser la lave. Par exemple, à la fin de son tour, si un joueur lance les dés de péril et on va dire que j'ai un symbole de lave sur mes 2 dés, on va faire progresser la lave, c'est-à-dire qu'elle va progresser dans toutes les tuiles qui sont adjacentes où on trouve la lave. Donc présentement, la lave commence dans le sanctuaire, donc la progression va se faire seulement sur la tuile qui est juste à côté avec le résultat de notre dé. Si au tour suivant, le joueur bleu décide de tuer le gardien, décide de se déplacer ou de courir en se dépassant, il se ramasse là, il va aussi lancer les dés à son tour. Oh, j'ai un symbole de lave. Je fais donc progresser la lave de 1. Donc la lave est rendue sur cette tuile, elle va donc progresser sur toutes les tuiles qui sont connectées à celle-ci, c'est-à-dire que celle-là va se transformer en lave et la tuile où il y a le joueur jaune se transforme en lave. Et vous avez compris, le joueur jaune va mourir dans la lave. On va donc retirer son jeton de la partie. Même s'il est mort, le joueur jaune, à la fin de son tour, va quand même lancer les dés de péril pour faire continuer la partie. Et les joueurs vont continuer d'avancer, essayer de se rendre à la sortie le plus vite possible. Mais à la fin d'une manche, on va avoir automatiquement les 2 icônes d'éruption. Donc on va faire progresser la lave de 2 crans à la fin d'une manche. Donc si la manche se termine présentement, on va commencer par une progression. Donc la lave va progresser ici. Elle va progresser sur la tuile qui est là. Et elle va progresser sur la tuile qui est ici.
Pour le deuxième icône d'éruption, on va faire une deuxième progression. Donc la lave va engloutir cette tuile-là et les 3 qui sont autour de ce carrefour. Donc la tuile qui est ici, dans ce sens-là, la tuile qui est à côté et malheureusement pour le joueur bleu, lui aussi sera englouti dans la lave et va mourir. Évidemment, si des gardiens sont aussi sur une tuile qui se fait engloutir dans la lave, ils seront retournés à la réserve. Et les joueurs vont tenter d'atteindre la sortie du temple. Si au moins un joueur réussit à atteindre la sortie avec l'artefact, donc évidemment il faut sortir l'artefact, les joueurs pourront considérer cette partie comme une victoire. Et selon le nombre de survivants qui seront sortis du temple, on pourra regarder si on a une victoire bronze, argent ou or. Si les joueurs ne sont pas capables de sortir l'artefact, ou bien si tous les joueurs meurent dans la lave, à ce moment-là, ce sera une défaite. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Subterra 2. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Subterra 2? On va commencer par les côtés positifs. Premièrement, c'est un jeu qui va se détailler à peu près une cinquantaine de dollars au Canada, ce qui est vraiment pas cher pour un jeu aujourd'hui. Et qui a de l'excellent matériel, donc le rapport qualité-prix va être superbe. Toutes les tuiles, le carton est super épais. Quand il y a des éléments sur les tuiles, c'est un genre de petit relief un peu en 3D dessus. Il y en a il y a un petit côté brillant en plus sur les clés par exemple. Fait que ça fait vraiment beau, ça fait un bel effet une fois que le plateau est installé puis qu'on met les tuiles. Donc c'est vraiment une excellente qualité pour le matériel. On adore les petits meeples pour les gardiens, pour les explorateurs aussi. Les dés aussi, les dés de péril sont énormes, sont vraiment le fun à lancer et à manipuler. Belle production. La seule affaire qui c'est le petit sac pour les tuiles, mais ça, on pourra en reparler tantôt. Pour le reste, tout est vraiment très bien. Le visuel est bien, c'est pas nécessairement quelque chose qui va nous jeter à terre, mais ça fait bien la job, ça nous met un petit peu dans l'ambiance de ce jeu-là. Un genre de thématique un peu à la Indiana Jones où on entre dans un temple, on doit trouver un artefact et sortir avant, évidemment, que la lave nous rattrape. Donc on a vraiment un peu le feeling aventure, le feeling de faire un film à la Indiana Jones. Fait que ça se sent bien aussi à l'intérieur de la partie. Fait qu'on a quand même bien exploité la thématique pour ce deuxième opus de Subterra. Pour ceux qui ont déjà joué au premier Subterra, évidemment, vous ne serez pas dépaysés. C'est le même cœur de système de jeu. On a repris un peu le même système d'action. C'est très similaire, le fait qu'on peut se dépasser pour faire une troisième action. L'objectif est différent. Je préfère l'objectif de partie dans celui-là, c'est-à-dire qu'on doit explorer, on doit ensuite trouver les clés, les amener au sanctuaire, prendre l'artefact et ressortir. Donc c'est un peu plus élaboré, il y a plus d'étapes, ça ajoute un petit côté de pick-up and deliver avec les clés qu'il faut les trouver, les transporter jusqu'au sanctuaire. Et on ajoute aussi une espèce de climax à la fin de la partie, parce que dès qu'on prend l'artefact, on va tomber du côté maudit du médaillon et là on voit que le jeu s'accélère, donc le volcan va entrer bientôt en éruption parce qu'il va avancer de 2 cases au lieu d'une. Et une fois que le volcan entre en éruption, là, on sait qu'il nous reste quelques tours de jeu pour réussir à évacuer. Fait qu'il faut vraiment se dépêcher. Fait que ça met une grosse tension pour la finale de la partie. Ça fait comme un climax de film un peu. Là, le fait que le volcan entre en éruption. Puis vite, faut se sauver. Puis il nous reste pas grand tour. Puis là, ok, on est magané, mais ça va être difficile. Ça fait une belle sensation d'urgence. Puis ça fait une excellente finale pour la partie. Donc j'adore le système pour l'objectif de la partie en général. Puis c'est vraiment très thriller, donc on va sentir des bonnes émotions au travers d'une partie. Sinon, le système de base est très simple, donc c'est un coop qui s'apprend bien, il n'y a pas beaucoup d'action, puis on en a seulement 2 points d'action en auto, peut-être 3 si je sacrifie un point de vie pour me dépasser. On a les cartes d'aide de jeu, fait qu'on a toujours accès aux informations, quelles sont les actions de base. Puis selon le personnage qu'on a pris, on a aussi peut-être 1 ou 2 actions spéciales. Des fois, les personnages ont une action spéciale, mais la deuxième habilité, ça peut être quelque chose de passif qui est toujours actif, qui va modifier un peu les règles pour leur personnage. J'ai beaucoup aimé qu'il y ait beaucoup de personnages dans le jeu, donc il y en a 10 dans la boîte de base. Fait que ça, c'est super le fun. Ça nous permet d'essayer des combinaisons différentes. Puis on les a regroupés par catégorie, donc ceux qui sont des défenseurs, ceux qui sont des supports, ceux qui sont bons pour explorer, et ceux qui sont bons pour connecter des tuiles. Donc ça peut nous permettre d'essayer de faire une équipe équilibrée ou d'essayer de voir si on veut un bon défi. Ok, on se met pas de support, mais on va avoir plus d'attaque. Fait qu'on va mieux gérer
les gardiens, mais on va avoir de la misère peut-être à se soigner plus facilement. Fait qu'on peut se faire une équipe en conséquence du genre de partie qu'on peut essayer de vivre. Fait que ça, c'est intéressant, là, le choix de personnages. Puis ils sont vraiment le fun, les actions des personnages et les pouvoirs passifs. Donc on sent que notre personnage est différent parce qu'il va être vraiment efficace dans une des facettes du jeu où il y a un pouvoir qui va vraiment aider les autres pendant la partie. C'est un jeu qui demande une certaine coopération. Évidemment, c'est un jeu coopératif, mais on va sentir cette coopération-là. On peut pas nécessairement tout le monde aller chacun de notre bord puis espérer explorer puis survivre tout seul de notre bord. On a intérêt à être en équipe, à être proche des autres, parce que s'il nous arrive de quoi, on peut peut-être ramper 2-3 cases, puis là, un autre joueur va pouvoir nous soigner, nous ramener. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Parce qu'une fois qu'on est à terre, on saute notre tour de jeu, mais on peut ramper d'une case. Fait que c'est une petite affaire de plus qu'il n'y avait pas dans le premier, qui nous permet justement de se rendre plus rapidement aux autres joueurs pour se soigner puis revenir dans la partie. Parce que sinon c'est plate, notre tour de jeu, c'est juste de lancer le dé de péril puis qu'on peut absolument rien faire. Puis ça se peut choisir 10-15 tours dans un coin du temple à attendre que les autres viennent me soigner. Fait que le fait que je puisse ramper, ça me permet de diminuer ce temps-là avant que je puisse revenir actif dans la partie puis que je me sente un peu plus impliqué. Fait que ça, c'est des beaux petits ajouts qu'ils ont fait dans cette version-là. C'est le genre de jeu coop qui est quand même facile à prendre en main si vous voulez jouer solo. Vous allez devoir jouer au moins 3 personnages parce que comme il y a 3 jetons de clés puis que chacun peut juste en transporter un, fait que ça prend au minimum 3 personnages dans la partie pour pouvoir y jouer. Mais vu que les personnages sont pas très complexes, c'est facile d'en contrôler 3 puis de faire une partie en solo comme ça. Fait que ça, c'est quand même très bien pour le système de jeu. Sinon, c'est un jeu qu'il y a une partie exploration, donc le puzzle de placement de tuiles fait partie intégrale du jeu. Puis je le trouve le fun parce qu'on se construit, oui, on construit le temple en l'explorant, mais il faut penser à se faire aussi des chemins de façon intelligente parce qu'on va devoir revenir et ressortir du temple. Fait que ça ajoute une autre couche de réflexion quand on place des tuiles. On fait pas juste explorer pour explorer comme dans le premier où on essaie juste simplement de trouver la sortie de la caverne. Mais dans celui-là, on sait où la sortie à la base, on est commencé là, on se fait un chemin pour se rendre jusqu'au bout, mais ensuite il faut avoir un chemin facile pour revenir. Fait que comment on va positionner les pièges, les tuiles de pont, les tuiles de feu, ces trucs-là. Fait qu'on va essayer de se faire un chemin de façon intelligente pour que ce soit efficace quand on va vouloir se sauver à la fin, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de gérer les pièges, puis le feu, puis les affaires à la fin de la partie. Fait qu'on va essayer peut-être de se faire un bon chemin, on veut pas qu'il se ramasse un ébouli en plein milieu de notre route de sortie. Fait que ça ajoute une belle couche de profondeur pour le côté placement de tuiles, le côté exploration dans le jeu. Pour les côtés négatifs, la première chose pour le matériel, j'en ai glissé un mot tantôt, c'est le fameux sac dans lequel on place les tuiles pour les mélanger et les piocher. Il est minuscule, les tuiles rentrent à peine dedans, fait que t'as pas de place pour mélanger les tuiles en tant que telles, fait que ça c'est un peu désolant. J'ai aimé ça qu'il soit un peu plus gros pour bien mélanger les tuiles à l'intérieur. Donc le sac est vraiment petit pour la job qu'on a besoin de faire. Puis c'est pas un jeu qu'on peut se faire une pioche de tuiles à côté parce que les tuiles sont recto verso, vu que de l'autre côté, on a le côté avec la lave pour montrer le chemin de la lave à la fin de la partie. Donc on peut pas se les mettre de côté parce qu'on va voir d'avance c'est quoi les tuiles qui s'en viennent, ou on pourrait décider d'en prendre une en dessous, bref, mais le sac aurait dû être plus grand pour que ce soit plus facile à utiliser. Un peu comme le premier, un de ses défauts, je trouve, c'est que c'est un jeu qui peut aller jusqu'à 6 joueurs. Et à 5-6 joueurs, j'ai l'impression que le côté hasard prend un peu plus dessus. Parce que c'est tellement long avant que ça revienne à notre tour de jeu. Fait que si tu arrêtes sur une tuile qui a du feu, ou si tu es proche d'un ennemi, mais le temps que ça revienne à toi, il y a bien des chances que tu sois à terre, que tu aies reçu trop de dégâts. Versus que si tu joues à 3-4 joueurs, 4 pour moi, je pense être le sweet spot pour ce jeu-là. Fait qu'à 5-6, oui, ça se joue, c'est jouable. Les tours de jeu sont quand même rapides, mais il y a tellement de chances, il y a tellement de dés de péril qui vont être lancés entre ton tour et ton prochain tour que c'est très dommageable si tu es à un endroit qui est dangereux ou si tu es proche d'un ennemi. Fait que ça va être un petit irritant là, quand tu vas jouer à 5 ou 6 joueurs. Quand tu joues à 5 ou 6 aussi, tu contrôles seulement un personnage et c'est le genre de jeu que comme tu peux être à terre et plus faire grand chose pendant un certain nombre de tours, mais si ton seul personnage est à terre puis ça fait 10 tours que tu es à terre, tu essaies de ramper pour rejoindre les autres, c'est un peu plate ces tours de jeu-là, mais bon, c'est ça, ça fait partie du jeu. Fait que c'est un jeu que souvent j'aime mieux contrôler 2 personnages. Fait que jouer à 4, à 2 joueurs, 2 personnages chacun, c'est je pense que ce que je trouve le plus fun pour ce jeu-là. Donc, ça fait que si j'ai un personnage qui est à terre ou qui est moins efficace, ben là, au moins, j'en ai un autre pour jouer puis m'impliquer un peu plus dans le jeu. Parce qu'un personnage qui est à terre pendant longtemps, ben
va penser peut-être, va décrocher un petit peu plus de la partie, puis ça, on veut pas ça. Pour moi, un jeu qui est plus efficace à 4 joueurs et moins, et non à 5-6 joueurs. Dans le livret d'instruction, il y avait une petite confusion pour moi. Quand on utilise le mot tour de jeu, dans ce jeu-là, on fait référence, dans le livret d'instruction, on fait référence à une manche. Donc une manche, c'est le temps que chaque joueur joue, chaque joueur fait ses actions, lance son dé, puis à la fin, après ça, on active les deux, les gardiens, puis on avance le jeton d'éruption. Mais ils utilisaient le mot tour de jeu. Fait que dans un tour de jeu, tous les joueurs jouent un tour de jeu. C'est comme un peu mélangeant d'utiliser le même mot pour deux concepts différents. Fait qu'il aurait peut-être dû utiliser le mot manche, parce que je me suis évidemment mélangé dans ma première partie à cause de ça. Fait qu'on a joué avec les règles tout croche, puis on a recommencé, c'est pas bien grave. On s'en est rendu compte un peu vite que ça n'avait pas d'allure ce qu'on faisait. Mais bon, ça aurait un peu semé une petite confusion là, dans les règles en français. J'aime bien les aides de jeu, j'aime bien que l'aide de jeu de la structure de la manche soit sur le médaillon de l'expédition. On a les cartes pour les actions de base. J'aurais aimé ça peut-être qu'on mette au verso du livret d'instruction les effets des tuiles, l'effet des tuiles et l'effet des faces de dés, donc d'avoir une annexe rapide pour avoir ces informations-là. On les trouve rapidement dans le livret d'instruction, mais il faut quand même qu'on fouille parce que c'est au milieu. Fait qu'on aurait pu les faire un petit aide, un résumé au verso de ça. Comme ça, on se laisse ça à côté. Puis avec tout ce qu'on a sur la table, on n'a pas besoin trop de se mettre le nez dans les règles. Fait que c'est un petit ajout mineur qu'on aurait pu faire. Si on compare avec le premier, la phase du mal dans celui-là est gérée par des dés. Donc on lance le dé de péril et c'est ça qui va faire l'effet négatif qui se passe dans le temple. Donc le fait d'utiliser un dé versus le premier jeu où on utilisait un deck de cartes, mais le deck de cartes, il y a une distribution qui est fixe. Donc des fois, si un symbole est sorti plusieurs fois, on sait que les chances de sortir sont moins grandes. Alors que dans celui-ci, c'est toujours une chance 6. On a toujours un lancer de dés, on peut toujours obtenir la même face. On pourrait lancer le piège pendant 3-4 tours d'affilée parce que c'est plus du hasard. Donc il y a plus de hasard sur la phase du mal dans celui-là parce que c'est géré par un dé versus le premier qui avait un deck de cartes qu'on pouvait un peu plus compter les cartes et les statistiques de ce qui va nous arriver. Somme toute, Subterra 2, je vais lui donner une note de B+, donc une note légèrement supérieure à son prédécesseur, qui pour moi je le trouve un peu meilleur. Je trouve qu'ils ont ajouté des belles twists dans le système qui était déjà intéressant, un système de jeu coop, de points d'action assez classique, mais assez facile à prendre en main, puis qui est le fun, puis qui est intéressant, qui nous fait jouer des personnages aussi qui sont différents avec leur petit pouvoir unique à eux ou leur petit pouvoir passif. J'ai aimé celui-là, la twist de devoir construire le temple et de devoir ressortir, et j'ai beaucoup aimé la finale de la partie, le fait que le volcan entre en éruption, puis là, la lave coule partout, faut se dépêcher, donc ça ajoute une belle finale, une belle tension vers la fin de la partie, un beau climax. Puis j'ai beaucoup aimé dans celui-là aussi que les ennemis, c'est pas des ennemis qui te tuent instantanément comparé au premier, qui était aussi un des points qui m'énervait dans le premier, d'avoir un ennemi que tu peux même pas prendre une action pour essayer de le battre ou de le tasser. Il te tuait automatiquement, mais dans celui-là, on a justement, réglé ce problème-là, puis on a mis une action pour attaquer. Donc on a 50% de chance de réussir avec les dés. Fait que des belles améliorations, des belles tweaks, encore une fois, un beau matériel à l'intérieur du jeu. Donc c'est vraiment un bon petit jeu coop qui sera pas trop dispendieux aussi. Donc un jeu pour une cinquantaine de dollars, pour vrai, c'est une très très bonne production. Donc Subterra 2 qui devrait arriver très bientôt dans vos boutiques favorites d'ici quelques jours ou semaines. Donc ça s'en vient prochainement si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de février 2023 dans lequel vous pourriez gagner le jeu Subterra 2. Mais avant de vous dire cette question, on va vous annoncer le gagnant du mois précédent où on avait le jeu Challengers qui était à gagner durant le mois de janvier. Donc le gagnant pour Challengers, il s'agit de François TES. Donc félicitations François, tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées qu'on puisse t'envoyer ton jeu. Pour ce mois-ci, c'est très simple. Dans la vidéo de chaque lundi pendant le mois de février 2023, vous aurez une question du jour à répondre et si vous y répondez en commentaire YouTube sous la vidéo, vous allez enregistrer une participation au concours. Et si vous nous supportez aussi sur Patreon pour au moins 5 $, vous aurez une participation automatique de plus à chaque lundi. Donc la question du jour est la suivante, tout simplement. Quel est votre jeu coopératif favori? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation.
Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer notre bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne accès à notre serveur et notre communauté Discord. Et on va vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.